C'est l'histoire d'un silence qui s'installe. Vous savez, ce genre de silence qui n'est pas apaisant, mais qui pèse des tonnes. On s'appelle Thomas, et ma femme, c'est Clara. On est ensemble depuis 7 ans. 7 ans de bonheur. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce fameux mardi de novembre. Il pleuvait. Une pluie fine, glacée, qui tapait contre les vitres du salon avec un rythme irrégulier. Le genre de bruit qui vous tape sur le système quand vous essayez de vous concentrer. Clara était assise sur le canapé, le visage éclairé par la lumière bleue de son téléphone. Elle souriait. Pas un grand sourire, non. Juste un petit étirement des lèvres, très léger, presque imperceptible. Ses pouces volaient sur l'écran. « Tu parles à qui ?» j'ai demandé, sans vraiment y réfléchir, en touillant mon café. Elle n'a pas sursauté. C'est ça le pire. Elle a mis exactement 2 secondes de trop à répondre, tout en verrouillant l'écran d'un geste fluide. Elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu ce petit voile dans son regard, cette distance que je n'avais jamais remarquée avant. « Oh, juste Julie. Elle me raconte encore ses galères avec son boss. » a-t-elle répondu d'une voix parfaitement calme. Trop calme. À ce moment-là, j'ai ressenti un petit pincement au creux de l'estomac. Julie est sa meilleure amie, certes, mais d'habitude, quand Clara parle de Julie, elle lève les yeux au ciel ou elle rigole franchement. Là, c'était mécanique. Le soir même, on avait invité Marc à dîner. Marc, c'est mon meilleur pote depuis le lycée. Le genre de mec sur qui on peut compter pour un déménagement à 3 heures du matin ou pour une rupture difficile. Il est comme un frère pour moi. Il est arrivé à 20 heures pile avec une bouteille de vin rouge, son habituelle veste en cuir un peu râpée et ce sourire ultra bright qui semble dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. « Salut, vieux !» m'a-t-il lancé en me serrant vigoureusement la main. Une poignée de main ferme, franche. Enfin, c'est ce que je pensais. On s'est installé à table. L'ambiance était, en apparence, normale. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose dans l'air. Une tension électrique, comme juste avant un orage. J'observais Marc. Il parlait de son nouveau projet immobilier, de ses vacances prévues au Portugal. Il était animé. Et Clara ? Clara l'écoutait avec une attention chirurgicale. Elle ne mangeait presque pas. Elle jouait avec sa fourchette, faisant tourner un petit morceau de poulet dans son assiette, tout en gardant ses yeux fixés sur lui. Soudain, Marc a fait une blague. Une blague pas franchement drôle sur un serveur qu'il avait croisé la veille. Clara a éclaté de rire. Un rire un peu trop haut, un peu trop long. Et c'est là que je l'ai vu. Marc a tendu la main pour attraper le sel. Sa main a frôlé celle de Clara. Ce n'était pas un accident. C'était un contact qui a duré une fraction de seconde, de trop. Un effleurement volontaire. Et Clara n'a pas retiré sa main. Elle a juste baissé les yeux, ses joues prenant une légère teinte rosée que je ne lui connaissais que dans nos moments d'intimité. Mon cœur a raté un battement. Une goutte de sueur froide a perlé le long de ma colonne vertébrale. J'ai regardé mon assiette. Le poulet semblait soudain avoir le goût de la cendre. « Ça va, Thomas ? Tu es tout pâle » a dit Marc, son regard plongeant dans le mien avec une sollicitude qui me paraissait maintenant écœurante de fausseté. « Ouais, juste la fatigue. Grosse journée au bureau. » J'ai menti. Ma voix tremblait un peu. J'espère qu'ils ne l'ont pas remarqué. Les jours suivants ont été un enfer psychologique. Chaque petit détail devenait une preuve. Chaque silence, une confession. Clara a commencé à changer ses habitudes. Elle, qui laissait toujours traîner son téléphone sur la table basse, ne le quittait plus d'une semelle. Elle l'emmenait même dans la salle de bain quand elle allait se doucher. J'entendais le petit clic de la porte qu'on verrouille, puis le silence, seulement interrompu par le bruit de l'eau. Mais je savais qu'elle ne se douchait pas tout de suite. J'imaginais ses doigts tapant frénétiquement des messages, cachés derrière la vapeur d'eau. Un vendredi soir, elle m'a dit qu'elle rentrait tard. Un verre après le boulot avec les collègues, ne m'attend pas pour manger.
Je suis resté seul dans notre appartement. Le silence était assourdissant. J'ai essayé de regarder une série, de lire, de jouer aux jeux vidéo. Impossible. Mon esprit tournait en boucle. J'ai fini par sortir. Pas pour la suivre, non. Pas encore. Juste pour marcher, pour respirer. Je me suis retrouvé, presque sans m'en rendre compte, devant le bar où elle m'avait dit qu'elle allait. C'est un petit endroit cosy, avec des lumières tamisées. Je suis resté de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre d'un porche. La pluie recommençait à tomber, mouillant mes épaules, mais je ne sentais pas le froid. Au bout de 20 minutes, la porte du bar s'est ouverte. Clara est sortie. Elle n'était pas avec ses collègues. Elle était seule. Elle a marché rapidement jusqu'au coin de la rue et s'est arrêtée sous un lampadaire. Elle attendait. Une voiture s'est garée quelques mètres plus loin. Une Audi noire. Je connaissais cette voiture. C'était celle de Marc. Mon sang s'est glacé. J'ai vu Clara s'approcher de la portière passager. Elle n'a pas hésité. Elle est montée. À travers le pare-brise, j'ai vu la silhouette de Marc. Il ne l'a pas embrassée tout de suite. Ils sont restés là, à discuter pendant quelques minutes. Je voyais leurs ombres bouger, leurs têtes se rapprocher. Puis, Marc a posé sa main sur la nuque de Clara. Il l'a attirée vers lui, et ils se sont embrassés. Un baiser long, passionné, le genre de baiser qu'on n'échange pas quand on est juste amis. Je suis resté pétrifié sur le trottoir. La pluie tombait maintenant à grosses gouttes, mais j'étais comme anesthésié. La trahison n'est pas une douleur vive au début. C'est un froid immense qui envahit tout. Mon meilleur ami, ma femme, les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. La voiture a démarré. J'ai noté la direction. Ils allaient vers l'appartement de Marc. Je suis rentré chez moi en état de choc. J'ai erré dans l'appartement comme un fantôme. J'ai regardé nos photos sur le buffet. Notre mariage, il y a 3 ans. Marc était mon témoin. Sur la photo, il me tenait l'épaule en riant, tandis que Clara ajustait ma cravate. Tout n'était donc qu'un mensonge. Depuis quand? J'ai commencé à fouiller. Je n'avais jamais fait ça. Je respectais son intimité. Mais là, le respect n'avait plus de place. J'ai ouvert son tiroir de table de nuit. Rien, à part des crèmes et des bouquins. J'ai ouvert son ordinateur portable. Elle avait laissé sa session ouverte. Mon cœur cognait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient sur le trackpad. J'ai ouvert son compte iCloud. Les photos synchronisées. Il y avait un album caché, protégé par un mot de passe. J'ai essayé sa date de naissance. Non. La mienne. Non plus. J'ai essayé celle de Marc. Bingo. L'album s'est ouvert. Des dizaines de photos. Des selfies d'eux dans des endroits que je ne connaissais pas. Des photos d'elle, déshabillée, dans une chambre d'hôtel que je reconnaissais entre mille. Celle du petit établissement où on avait fêté nos 2 ans. Ils y étaient retournés, sans moi. Mais le pire, ce n'était là pas les photos. C'était une vidéo de quelques secondes seulement. On y voyait Marc filmant le miroir d'une salle de bain. Clara était derrière lui, enroulant ses bras autour de sa taille. Marc murmurait à la caméra. « Il ne se doutera jamais de rien. Il est trop naïf pour ça. » Et Clara riait. Ce rire que j'aimais tant, il sonnait maintenant comme une insulte, comme une lame de rasoir qui me tailladait les tympans. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. La tristesse a laissé place à une froideur glaciale, une rage sourde, méthodique. Je ne voulais plus pleurer. Je voulais qu'il paie. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure. 23h30. Elle rentrait. J'ai refermé l'ordinateur d'un coup sec et je me suis assis dans le noir total du salon, attendant qu'elle franchisse le seuil de la porte. J'entendais son souffle léger, le bruit de ses talons sur le parquet, l'odeur de son parfum, le parfum que Marc aimait sûrement respirer sur sa peau. « Thomas, tu es là? Pourquoi tu es dans le noir ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée d'une fausse inquiétude. Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai savouré ce moment de pouvoir, ce court instant où je savais tout et où elle pensait encore me manipuler. J'ai allumé la petite lampe d'appoint. La lumière a révélé son visage, un peu décoiffé, les lèvres légèrement gonflées. « Alors, c'était bien ce verre avec Julie ?» J'ai dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Elle a marqué un temps d'arrêt. Elle a cligné des yeux, cherchant une contenance. « Julie ? Non, j'ai dit avec mes collègues. Tu suis pas... Ah oui, tes collègues. C'est vrai. Marc fait partie de la boîte maintenant. » Le silence qui a suivi était électrique. Le visage de Clara s'est décomposé en une fraction de seconde. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Elle a regardé l'ordinateur sur la table. Elle a compris. « Thomas, je peux t'expliquer, » a-t-elle balbutié en faisant un pas vers moi. « M'expliquer quoi? Que je suis trop naïf? C'est ça que tu voulais dire ?» C'est là que mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Marc. « Hé vieux, tu dors? Je repensais à notre discussion de l'autre soir. Faut qu'on se voit demain pour le match. » J'ai regardé le téléphone, puis j'ai regardé Clara. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Un plan commençait à germer dans mon esprit. Un plan bien plus sombre qu'une simple rupture. « Tu sais quoi, Clara? On ne va pas se disputer ce soir. On va inviter Marc demain, pour le match. On va faire comme si de rien n'était. » Elle me regardait comme si j'étais devenu fou. Et peut-être que je l'étais un peu. « Thomas, s'il te plaît. Tais-toi, va te coucher. Demain, on joue. » La nuit a été longue. Je n'ai pas fermé l'œil. Je les entendais respirer, l'un à côté de l'autre. Enfin, elle dans le lit, moi sur le canapé. Le lendemain matin, l'ambiance était funèbre. Clara errait dans l'appartement comme une âme en peine, les yeux rougis. Moi, j'étais d'un calme olympien. J'ai préparé le salon, j'ai acheté des bières, j'ai même préparé des amuse-gueules. Marc est arrivé à 14 heures. Toujours le même sourire, toujours la même assurance. « Prêt pour la défaite de ton équipe ?» a-t-il lancé en entrant. Il a jeté un coup d'œil à Clara, un regard rapide, chargé de sous-entendus qu'il pensait que je ne verrais pas. Elle ne l'a pas regardé. Elle était livide. On s'est installé. Le match a commencé. Mais je ne regardais pas l'écran. Je les regardais, eux. Je voyais les micro-signes, la jambe de Marc qui tremblait légèrement, le regard fuyant de Clara. « Au fait, Marc, » j'ai dit pendant une interruption de jeu, « j'ai trouvé un truc super intéressant sur l'ordinateur de Clara hier soir. Tu devrais voir ça. » Le silence est retombé, plus lourd que jamais. Marc a arrêté de boire sa bière. Sa pomme d'Adam a bougé. « Ah ouais? C'est quoi ?» a-t-il demandé, essayant de garder un ton léger. « Une vidéo. Très bien réalisée d'ailleurs. Tu as un vrai talent de metteur en scène. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur play. Le son du rire de Clara a envahi la pièce. Il ne se doutera jamais de rien. Il est trop naïf pour ça. Marc est devenu blanc comme un linge. Clara a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter. « Thomas, écoute !» a commencé Marc, sa voix tremblante. « Non, Marc, c'est moi qui parle maintenant. Tu vois, j'ai réfléchi toute la nuit. Et je me suis dit que ce serait dommage de gâcher une si belle amitié et un si beau mariage pour un simple petit secret. » Je me suis levé et je suis allé vers la cuisine. Je suis revenu avec une petite enveloppe Kraft. Je l'ai posée sur la table basse, juste devant lui. « Ouvre-la !» j'ai ordonné. Marc a hésité, puis ses doigts tremblants ont déchiré l'enveloppe. Il en a sorti des documents. Son visage, déjà pâle, est devenu grisâtre. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Clara, entre deux sanglots. « C'est l'avenir de Marc », j'ai répondu avec un calme terrifiant. « Tu vois, Marc, j'ai passé ma nuit à faire quelques recherches. Tes petits montages financiers pour ton projet immobilier au Portugal. Ils ne sont pas très légaux, n'est-ce pas? Mon cousin bosse au fisc, tu te souviens? Il a jeté un coup d'œil rapide ce matin. » Marc a laissé tomber les papiers. Il me regardait avec une terreur pure dans les yeux. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que j'allais lui mettre mon poing dans la figure,
qu'on allait hurler. Pas ça. Alors voilà le deal. J'ai continué en m'asseyant confortablement dans mon fauteuil. On va continuer comme si de rien n'était. Tu vas continuer à être mon meilleur ami. Tu vas continuer à venir dîner ici. Et tu vas continuer à coucher avec ma femme. Clara a levé la tête, horrifiée. Thomas, qu'est-ce que tu racontes? Parce que, j'ai dit en fixant Marc dans les yeux, chaque fois que tu la toucheras, chaque fois que tu la regarderas, tu te rappelleras que je tiens ta vie entre mes mains. Un seul mot de ma part, et tu finis en prison. Et Clara, chaque fois que tu seras avec lui, tu sauras que je sais, et que tu es l'instrument de sa chute. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. On n'entendait plus que le bruit du match à la télé, un fond sonore absurde. « Tu es un monstre » a chuchoté Marc. « Non » j'ai répondu avec un petit sourire. « Je suis juste naïf. Enfin, c'est ce que vous pensiez, non ?» J'ai repris une gorgée de bière. « Maintenant, Clara, va nous chercher d'autres bières. Et Marc, raconte-moi encore cette blague sur le serveur. Je ne l'ai pas bien comprise la première fois. » Mais ce n'était que le début du cauchemar pour eux, car j'avais encore une surprise pour la fin de la soirée. Une surprise qui allait changer leur vie à jamais. Quelque chose qu'ils n'auraient donc jamais pu imaginer, même dans leur pire cauchemar. Je me suis penché vers eux, mon visage à quelques centimètres de celui de Marc, et j'ai murmuré « Vous n'avez encore rien vu. » La suite arrive. Marc est resté figé, la main tremblante sur son verre de bière. Le silence dans le salon était devenu étouffant, presque solide. Clara revenait de la cuisine avec 2 bouteilles, ses yeux fixés sur le sol, évitant mon regard comme si c'était un soleil brûlant. « Pose-les là, chérie », j'ai dit d'un ton mielleux qui les a fait frissonner tous les deux. Elle a posé les bières sur la table basse, juste à côté des preuves de la fraude fiscale de Marc. J'ai vu une larme rouler sur sa joue et s'écraser sur le bois verni. Elle ne disait rien. Elle était brisée, et c'est exactement ce que je voulais. « Tu sais, Marc, » j'ai repris en m'adossant confortablement, « le plus drôle dans tout ça, ce n'est même pas l'argent, ce n'est même pas le sexe, c'est la confiance. Tu me regardais dans les yeux, tu buvais mon vin, tu mangeais à ma table, tout en sachant que tu me prenais tout derrière mon dos. » Marc a enfin retrouvé sa voix, une voix cassée, méconnaissable. « Thomas, arrête ça. Prends l'argent, dénonce-moi si tu veux, mais ne fais pas subir ça à Clara. C'est entre nous deux. » J'ai éclaté d'un rire sec, sans aucune joie. « Entre nous deux. Mais Marc, elle a choisi son camp le jour où elle est montée dans ton Audi. Elle a choisi son camp à chaque message qu'elle t'a envoyé en cachette depuis notre lit. Non, on est un trio maintenant. Un trio inséparable. » Je me suis levé et j'ai commencé à marcher lentement autour d'eux, comme un prédateur. Vous pensiez que j'étais le maillon faible, le mari sympa, un peu lent, un peu trop prévisible. Mais vous avez oublié une chose, je vous connais par cœur, tous les deux. Je me suis arrêté derrière Clara et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Elle a sursauté, son corps est devenu rigide comme de la pierre. « Tu l'aimes, Marc ?» j'ai demandé doucement. Marc n'a pas répondu. Il fixait les documents sur la table. « Je t'ai posé une question, Marc. Est-ce que tu l'aimes ?» Ma voix était montée d'un cran, froide et tranchante. « Oui, » a-t-il murmuré. « Je l'aime. »« Parfait, parce que c'est ce qui va te détruire. » Je suis allé vers le meuble de l'entrée et j'en ai sorti une deuxième enveloppe, plus petite celle-ci. Je l'ai jetée sur les genoux de Clara. Elle l'a ouverte avec des gestes mécaniques, comme une automate. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires et des contrats de prêt. « C'est quoi ça ?» a demandé Clara, la voix tremblante. « C'est ta signature, Clara. Enfin, une très bonne imitation. Marc a utilisé ton nom pour couvrir ses investissements douteux au Portugal. Si sa boîte coule, ce n'est pas seulement lui qui va en prison. C'est toi aussi. Tu es sa complice légale, ma chérie. » Clara a levé des yeux horrifiés vers Marc. « Marc, c'est vrai ?»
Tu m'as fait signer ces trucs sans me dire ce que c'était? Marc a baissé la tête. Je pensais que tout irait bien. C'était juste temporaire, pour nous sortir de là, pour qu'on puisse partir ensemble. Partir ensemble avec mon argent? J'ai coupé. Parce que oui, l'argent qu'il a investi, c'est celui que j'avais mis de côté sur notre compte joint pour notre future maison. Il a tout siphonné, Clara. Ton amant t'a volé autant qu'il m'a trahi. L'expression sur le visage de Clara est passée de la tristesse à une haine pure dirigée vers Marc. C'était magnifique à voir. Le lien de confiance qui les unissait venait de voler en éclats sous mes yeux. Ma vengeance ne faisait que commencer. Alors voilà comment ça va se passer, j'ai dit en me rasseyant. Marc, tu vas transférer la propriété de ton appartement à mon nom. Considère ça comme un dédommagement pour le stress émotionnel. Clara, tu vas rester ici. Tu vas continuer à être la femme parfaite. On va sortir, on va faire des photos, on va montrer au monde entier qu'on est le couple le plus heureux du quartier. Et si on refuse? A provoqué Marc, tentant un dernier élan de courage. Si tu refuses, j'envoie le dossier complet à la police et au fisc dans les 10 minutes. Tu perds tout, ta carrière, ta liberté et ta réputation. Et Clara t'accompagnera dans la chute. Le silence est revenu, plus lourd encore. Marc a regardé Clara, cherchant un soutien qu'il ne trouvait plus. Elle le regardait avec dégoût. Elle se rendait compte qu'elle n'était qu'un pion dans son jeu financier, tout comme elle avait été un pion dans son jeu de séduction. « On n'a pas le choix », a fini par dire Marc, les épaules affaissées. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Les mois qui ont suivi ont été un chef-d'œuvre de torture psychologique. On dînait ensemble tous les mardis, comme avant. Marc venait, le sourire forcé, la peur au ventre. Il devait me rendre des comptes sur ses affaires, sur chaque centime qu'il gagnait. Je l'avais transformé en mon esclave financier. Clara, elle, vivait dans une prison dorée. Je ne la touchais plus. Je ne lui parlais presque plus, sauf pour lui donner des ordres devant les invités. Elle était devenue une ombre, une poupée de cire qu'on exhibait lors des soirées mondaines. Elle essayait parfois de me supplier, de demander pardon, mais je l'arrêtais d'un simple regard. Le pardon n'était pas au programme. Seule la soumission comptait. Le pire pour eux, c'était quand je les forçais à s'isoler dans la cuisine ou sur le balcon. « Allez-y », je leur disais avec un sourire carnassier. « Profitez-en. Vous vous aimez tellement, non? Allez vous embrasser pendant que je regarde le JT. » C'était la pire des punitions. Être forcé de simuler l'intimité sous l'œil de celui qu'ils avaient trahi. L'amour qu'ils pensaient ressentir s'était transformé en une répulsion mutuelle. Ils se détestaient presque autant qu'ils me craignaient. Un soir de pluie, exactement 1 an après cette fameuse soirée, Marc est venu pour notre réunion hebdomadaire. Il avait l'air épuisé, les yeux cernés, les mains tremblantes. « Thomas, je n'en peux plus », a-t-il dit en s'effondrant sur une chaise. « Prends tout, prends l'entreprise, prends mes derniers comptes, mais laisse-moi partir, je veux juste disparaître. » J'ai posé mon verre de whisky et j'ai souri. Un vrai sourire cette fois. « Partir? Mais Marc, on ne part pas d'une famille. Et nous sommes une famille, n'est-ce pas, Clara ?» Clara, qui servait le café, n'a même pas répondu. Elle semblait absente, son regard perdu dans le vide. « En fait, » j'ai poursuivi, « j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Pour fêter cet anniversaire, j'ai décidé de faire un geste. J'ai supprimé tous les fichiers compromettants de mon ordinateur. Les preuves fiscales, les contrats de prêt. Tout est parti. » Marc a levé les yeux, une lueur d'espoir incroyable brillant dans son regard. « C'est vrai? Tu nous laisses tranquilles? » « Oui, » j'ai répondu. « Vous êtes libre, enfin, techniquement. » Marc s'est levé, presque prêt à me remercier, à tomber à mes pieds. Clara a laissé échapper un soupir de soulagement qui ressemblait à un sanglot. « Mais,
j'ai ajouté, et le ton de ma voix les a cloués sur place. Il y a un détail que j'ai oublié de mentionner. Vous savez, Marc, j'ai toujours trouvé que tu avais une santé fragile. Et Clara, tu es si distraite ces derniers temps. J'ai sorti de ma poche un petit flacon en verre vide. J'ai commencé à verser de petites doses d'arsenic dans votre café et votre vin depuis environ 6 mois. Rien de mortel tout de suite. Juste assez pour que ça s'accumule dans vos tissus. C'est très discret. Ça ressemble à une fatigue chronique, à une dépression. Exactement ce que vous ressentez, non? Le visage de Marc s'est décomposé. Il a regardé son café, puis ses propres mains. « Tu nous as empoisonnés ?» a crié Clara en renversant sa tasse. « Oh, ne vous inquiétez pas, » j'ai dit avec une douceur terrifiante. « Il y a un antidote, un traitement très spécifique que seul un ami médecin à moi peut administrer. Mais c'est un traitement long, très long. Il faut une dose chaque semaine, pendant des années. » Je me suis penché vers eux, mon visage reflété dans leurs yeux, remplis de terreur. Vous pensiez que la prison était la pire des fins? Non. La pire des fins, c'est de savoir que votre vie dépend entièrement de l'homme que vous avez trahi. Si je disparais, si je meurs, ou si je décide simplement que je m'ennuie de vous, vous mourrez dans les 3 mois, dans des douleurs atroces. Je me suis levé et j'ai ramassé ma veste. Maintenant, je vais sortir faire un tour. Marc, nettoie ce café renversé. Clara, prépare mon lit. Et n'oubliez pas, souriez. La vie est belle quand on est ensemble, n'est-ce pas? Je suis sorti de l'appartement en fermant la porte à clé derrière moi. Dans le couloir, j'entendais leurs cris étouffés, leurs pleurs de désespoir. J'ai descendu les escaliers d'un pas léger. La pluie tombait toujours sur la ville, mais pour la première fois depuis 1 an, je ne sentais plus le froid. Le silence n'était plus pesant. Il était parfait. Ils m'avaient appelé naïf. Ils avaient raison. J'étais assez naïf pour croire en l'amitié et en l'amour. Mais ils avaient oublié que les gens les plus gentils font les monstres les plus patients. Et le jeu ne faisait que commencer.